quand j'ai commencé mes recherches sur l'histoire de l'immigration, c'était au début de la montée du Front National, des discours contre l'immigration. Et je me suis dit, nous, historiens, on a une responsabilité parce qu'on n'a pas assez travaillé sur ces sujets. Aujourd'hui, on ne peut plus dire ça. Il y a énormément de recherches qui ont été faites là-dessus. Et pourtant, l'intolérance est toujours là, toujours présente. On contribue aussi peut-être à faire en sorte que notre société soit plus tolérante, plus ouverte et plus respectueuse de tous les apports qui ont fait ce qu'elle est aujourd'hui. Bonjour mesdames, bonjour messieurs, bienvenue dans cette salle des Dominicains pour notre entretien avec Gérard Noiriel sur le thème de « Une autre histoire de France, est-elle possible ?» Donc, nous allons procéder en 3 temps, une petite présentation des enjeux de notre discussion, quelques questions afin de favoriser la présentation de ces enjeux et ensuite nous vous laisserons la parole si vous-même vous avez quelques interrogations. Donc, pour commencer, je vais vous demander de nous présenter votre parcours de réflexion, votre parcours intellectuel sur les questions qui nous intéressent aujourd'hui de l'immigration et des classes populaires. Eh bien, merci pour cette présentation. Bonjour à tous et toutes. Et merci de m'avoir invité là pour cette présentation et toutes ces questions, effectivement, qui ont occupé toute ma vie active. Et en ce qui concerne mon parcours, évidemment, quand on travaille sur des sujets comme ceux-là, la question de l'immigration, la question de l'altérité, etc., il y a forcément aussi un lien avec son histoire personnelle. Moi, je dis souvent que peut-être une des choses les plus importantes que j'ai acquises, c'est aussi que la recherche scientifique m'a permis de réfléchir sur moi-même. Et c'est une des dimensions d'ailleurs que je défends, on en parlera peut-être tout à l'heure, parce que je suis très actif aussi dans le champ de l'éducation populaire. Et je suis convaincu, et c'est pour ça que ma grande référence au niveau des historiens, c'est Marc Bloch, l'historien Marc Bloch qui a été pour moi le plus grand historien du XXe siècle, et qui s'interrogeait et qui essayait aussi de promouvoir ce qu'on appelle la fonction civique de l'histoire. Pour moi, la fonction civique de l'histoire, c'est de donner des outils, des connaissances pour favoriser le processus d'émancipation des citoyens. Ce n'est pas pour leur dire d'adhérer à telle ou telle cause ou la diversité, enfin tous ces discours qu'on entend au niveau politique, mais c'est ça la démarche de fond chez moi qui m'a motivé, c'est finalement de proposer aux autres ce dont j'avais moi-même bénéficié. Donc effectivement, je dirais que j'ai dans mon parcours, que vous avez rapidement évoqué, il se trouve que j'ai été, mon premier poste d'enseignant dans le secondaire, c'était en Lorraine, dans la Lorraine sidérurgique, au moment de la fermeture des grandes usines de cette région. Et moi, je venais d'un milieu populaire, mais pas du tout d'un milieu ouvrier militant. Je venais de la petite classe populaire des Vosges, enfin sans conscience politique ni rien. Moi-même, en tant qu'étudiant, je m'étais engagé à l'UNEF, etc. Mais là, je découvrais un monde ouvrier structuré, qui avait une véritable identité collective et qui se défendait collectivement contre cette brutalité du capitalisme qui avait liquidé leur emploi et donc leur vie. Et je me suis rendu compte quand j'étais là-bas, dans cette région, que c'est une lutte qui a duré 6 mois, qui a eu énormément d'impact au niveau médiatique. Je me souviens que le journal Le Monde avait écrit la lutte de Longwy, c'est un mai 68 en plus ouvrier. Donc il y avait cette dimension-là. Et ce qui me frappait, c'est que les observateurs, les commentateurs parisiens ne comprenaient pas la raison profonde de la mobilisation collective de cette région. Pour connaître les raisons profondes de cette lutte, de son unanimité, de sa virulence, sa violence même, eh bien, il fallait en connaître l'histoire, effectivement, puisqu'on avait là un concentré de toutes les immigrations qui avaient traversé l'histoire contemporaine de la France depuis la fin du XIXe siècle, et qui s'étaient, je dirais, intégrés dans une société locale sans qu'il y ait besoin d'experts ou de politiciens ou d'intellectuels pour leur dire comment il fallait faire pour s'intégrer. Donc ça m'a vraiment marqué, et j'ai décidé de consacrer ma thèse à
à cette histoire-là. Donc, elle a été rééditée récemment et elle a été publiée. J'en profite puisqu'il est dans la salle pour remercier encore, bien que ça fait très longtemps, mais dans la collection d'Étienne Balibar, hein, qui m'a accueilli donc pour ce premier ouvrage, donc qui effectivement, comme vous le disiez, trace en perspective les lignes de recherche que j'ai développées par la suite, à la fois donc autour de l'histoire des classes populaires et autour de la question de l'immigration. Mais dans mon esprit, je ne parle jamais de l'autre au singulier. Je dirais les autres, parce que c'est tout le problème quand on fait, moi j'ai une double formation en histoire et en sociologie, la dimension sociologique m'a appris justement que nous sommes, chacun d'entre nous, on est le produit d'une multitude de critères identitaires qui fait notre personnalité. Donc j'ai beaucoup travaillé sur évidemment les relations de pouvoir qui font que vous avez des gens, ceux que j'appelle moi les professionnels de la parole publique, qui vont définir les individus en ne retenant qu'un seul critère. Voyez, alors que quand vous les connaissez de l'intérieur, quand vous travaillez, faites des enquêtes empiriques, vous voyez bien que dans la vie concrète, de multiples critères se conjuguent. Donc une bonne partie de mon travail, l'immigration, c'était intéressant parce que ça porte au paroxysme ces questions-là. Mais en fait, elles concernent tout le monde et on peut... j'ai d'ailleurs étudié sur d'autres groupes ces questions-là. Mais voilà, c'était ça le fil conducteur qui m'a amené à m'interroger beaucoup sur ce qu'on appelle les identifications. Pas sur les identités, mais sur les identifications. Alors, je vous remercie et je voulais poursuivre. À votre avis, vous vous êtes saisi de cette question, mais pourquoi les immigrés, leur histoire a été exclue du récit, si on peut encore utiliser cette expression, du récit national ? Alors ça, effectivement, ça a été quand même un point tout à fait essentiel au début de ma carrière. Donc quand j'ai découvert cette histoire dont je viens de vous parler et que j'ai dit que je voulais faire ma thèse sur l'histoire de cette immigration, je me souviens que des collègues historiennes me disaient « mais on ne peut pas trouver de poste en travaillant sur un sujet comme ça ». Il se trouve que moi, je ne cherchais pas spécialement à occuper un poste, donc ça m'indifférait profondément. Mais voilà, ce n'était pas légitime encore à cette époque-là. Il y avait peut-être des philosophes, des sociologues qui avaient travaillé sur l'immigration, et notamment sur l'immigration postcoloniale déjà. Mais il n'y avait pas de recul historique, il n'y avait pas de cette problématique du creuset français. Effectivement, ça a été le premier ouvrage où on disait « attention ». Nous, en tant que peuple français, nous sommes le produit aussi de cette histoire de l'immigration. Et on sait qu'aujourd'hui encore, vous avez peut-être vu les dernières statistiques, que le tiers des habitants de ce pays sont issus de l'immigration, pour peu qu'on remonte sur 2 ou 3 générations. Donc il y avait là un vrai sujet pour même notre histoire. Voilà. Mais mon intention n'était pas forcément de mener le combat autour de l'histoire nationale, etc. Mais c'était quand même de montrer l'importance, surtout à tous les niveaux, économique, social, politique, etc., de ces apports venus de tout pays. Alors, à ce titre, est-ce que vous pouvez nous présenter 3 vagues migratoires, par exemple la vague migratoire des Italiens, des Polonais, et j'avais pris comme exemple la vague migratoire, même si je les ai considérés comme des migrants de l'intérieur, des migrants ultramarins qui ont été incorporés au territoire et à l'ensemble des citoyens après la Seconde Guerre mondiale. Il faut bien savoir que quand vous faites de la recherche, vous êtes obligé toujours de circonscrire votre objet d'étude. Et si vous prenez le terme qui maintenant, je dirais malheureusement, est en vogue, de migrants, c'est tellement vaste que vous ne pouvez pas cerner votre objet. Donc moi, j'ai fait tout un travail de réflexion visant à définir la notion. C'est pour ça que j'ai pris comme objet l'immigration. Or, l'immigration, j'ai fait une genèse, une histoire du mot. On voit que le mot immigration, il fait irruption dans le vocabulaire français, dans la langue courante, à la fin du XIXe siècle. On a une période tout à fait décisive qui est constitutive de ce qu'on appelle aujourd'hui l'immigration, qui se met en place entre 1880 et 1900, parce que c'est à ce moment-là que vous avez le droit de la nationalité. La loi de 1889 sur la nationalité française, c'est vraiment à ce moment-là qu'on peut à coup sûr dire qui est français, qui ne l'est pas. Auparavant, il y avait une zone de flou, surtout dans les classes populaires. Vous avez aussi les premières mesures qui visent à contrôler les déplacements des personnes.
avec la loi de 1893 qui est dite loi de protection du travail national, mais qui impose les premiers papiers d'identité, ce qu'on appellera les papiers d'identité après. Et donc on a ce mot immigration qui s'impose, et les élites, notamment les démographes, découvrent seulement à ce moment-là que la France est un pays qui vieillit, un pays malthusien où certaines années il y a plus de décès que de naissances, alors que jusque-là, dans l'imaginaire même des élites, on croyait que la France était un pays où il y avait un surpeuplement, notamment dans les classes populaires, que les ouvriers, les paysans faisaient trop d'enfants, etc., etc. On a une inversion du discours qui se met en place, et c'est ça qui est intéressant, au moment même où s'installe la Troisième République, c'est-à-dire où la forme de régime politique dans lequel on est aujourd'hui se met en place et produit des choses très positives, comme l'intégration des classes populaires au sein de l'État-nation. Donc c'est ça qui m'a intéressé, parce qu'il y a une sorte, je dirais, vous voyez, de contradiction entre ce qu'on va appeler les valeurs républicaines, qui se traduisent par les lois de Jules Ferry sur la liberté de la presse, sur l'école laïque, gratuite, obligatoire, etc. Et puis d'un autre côté, eh bien, aussi des barrières qui commencent à s'institutionnaliser et qui vont introduire donc ces problèmes de l'immigration. Et ce qui m'a frappé, c'est que dès la fin du 19e siècle, le mot immigration en France, il est associé à problème. Et toute une série de discours qu'on retrouve aujourd'hui sur on ne sait pas combien il y en a, on n'arrive pas à les renvoyer, etc. On les voit déjà apparaître à ce moment-là. C'est pour ça que j'ai analysé ça après comme une sorte de symptôme récurrent, vous voyez, qui est lié à la constitution du national dans le cas français. Donc c'est ce qui, à la fois, vous voyez, permet à la fois d'enrichir la connaissance historique, mais aussi d'éclairer des problèmes qui nous touchent encore aujourd'hui. Alors, j'ai pas répondu à vos trois vagues, parce qu'évidemment, il fallait commencer par définir les mots, hein, parce que quand on dit immigré, d'ailleurs, vous savez, moi, ça fait un certain nombre d'années que je suis sur le circuit, on peut dire. Moi, je me souviens, dans les années 80, je me suis battu contre le fait que le mot immigré soit inscrit dans les catégories de l'INSEE et de l'INED. Parce qu'avant, dans la tradition républicaine, le clivage, c'était les étrangers et les nationaux, hein. C'était le droit qui séparait les deux. On a introduit, sous la pression des mutations politiques, de la montée aussi des discours hostiles à l'immigration, cette catégorie d'immigrés qui intègre une partie de gens qui sont français. Hein, Donc il y a là un jeu de vocabulaire qui est très important quand on s'intéresse à l'immigration. L'immigration, c'est aussi une manière de regarder l'autre ou les autres. Donc c'est à partir de ce cadre-là qu'effectivement on a eu des vagues successives qui ont commencé, je dirais, à la fin du 19e siècle, début du 20e, par les pays frontaliers. Parce que l'originalité de la France à cette époque-là, c'est que la plupart des autres pays sont des pays d'émigration. La France est un des seuls pays d'immigration parce qu'il y a ce déficit démographique. Et ce déficit démographique, c'est une forme de résistance des classes populaires en France. C'est-à-dire que les ouvriers, les paysans surtout, parce que la France est un pays surtout paysan encore à l'époque, vont commencer à limiter leur progéniture, leur nombre d'enfants, pour éviter la prolétarisation. C'est pour ça que lorsque les mines de charbon, de fer, lorsque les usines, ou dans l'agriculture aussi, dans le sud-ouest, on sait, dans le Gers, etc., il y a eu énormément de recours à l'immigration, eh bien, on a été obligé de se tourner vers des pays étrangers parce qu'il y avait cette forme de résistance populaire qui se traduisait au niveau du déficit des naissances. Donc on a eu comme ça, au départ, belge, l'immigration venue de Belgique, d'Italie, d'Espagne, beaucoup. Alors après, selon les régions, évidemment, les flux migratoires sont différents. Ça, c'est le premier moment. Et puis, après la Première Guerre mondiale, on a un premier élargissement vers l'Europe de l'Est, notamment les Polonais dans les mines, et puis aussi toute la dimension des réfugiés. J'en parlerai peut-être un petit peu tout à l'heure, c'est un problème un peu différent, des formes de lutte différentes aussi, l'accueil des gens qui sont persécutés. Ça a été le cas en France. La France est le premier pays du monde pour le nombre de réfugiés en 1939, je le rappelle. Quand on compare avec aujourd'hui, je dirais, il n'y a pas photo, hein. La France n'est plus du tout aujourd'hui un pays d'immigration. Elle a un rang tout à fait moyen en Europe. Elle n'est plus un modèle en ce qui concerne le droit d'asile. Et puis après, donc, comme vous le disiez, il y a l'immigration, je dirais, qu'on appelle aujourd'hui post-coloniale, qui va se développer avec d'ailleurs l'immigration portugaise un peu en même temps, dans les années 60. Alors pour la migration dont vous parliez
des ultramarins, c'est un peu différent. Moi, je ne l'avais pas inscrite dans mon premier livre parce que c'est des Français. Donc, comme ma définition, c'était par rapport à la nationalité. Mais après, quand j'ai fait une réédition du Creuset français, j'ai quand même tenu compte parce qu'un certain nombre, ça dépend du niveau où vous vous placez, mais si vous vous placez au niveau du vécu, c'est-à-dire de ce que ressentent des gens qui sont déracinés, qui sont regardés de travers par les autres, là, vous devez évidemment avoir une définition un peu plus large. C'est aussi pour ça, c'était le cas des Bretons, par exemple, aussi, qui émigraient à Paris, ou des Auvergnats, etc. Donc, j'ai un petit peu évoqué ça, mais je suis quand même resté calé sur cette définition juridique de la nationalité. Je vous remercie. Donc, nous venons d'évoquer votre travail sur les immigrés, l'immigration et ces 3 vagues. Vous avez évoqué dans le Creuset français et noté justement que les vagues de migration correspondaient à des moments de crise politique, économique et sociale. Et vous avez même souligné que ces crises trouvaient comme exutoire souvent l'autre à travers la figure de l'immigré, alors même que ces vagues de migration avaient tendance à se stabiliser. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ? Disons que ce que j'avais observé, en fait, le livre dont vous parlez, il date de la fin des années 80. On n'est plus dans le même contexte. Je ferai le lien, si vous voulez, tout à l'heure. Mais là, ce que j'avais observé, c'est qu'en gros, il y avait eu 3 grandes vagues d'immigration en France qui correspondaient à 3 grands moments d'expansion économique. Donc l'immigration a joué un rôle décisif dans le développement de l'économie française. Alors moi, j'avais travaillé sur la Lorraine du fer. Tous les mineurs de fer, c'était des étrangers, immigrés et polonais à l'époque. Et en 1930, la France est le premier producteur mondial de fer, avec une main-d'œuvre qui n'a aucun droit syndicaux. Il y a des accidents du travail parmi les plus forts du monde, etc. Donc ça m'avait particulièrement choqué, évidemment. Et en généralisant, j'ai observé ce phénomène un peu au niveau national, avec des différences selon les régions, évidemment, où on a à chaque fois des poussées, des vagues migratoires liées aux besoins de l'économie. Mais lorsque la crise économique survient, c'est le cas des dernières années du 19e siècle, d'où le massacre des Italiens avec Morte que j'ai étudié, ou alors dans les années 30. Alors là, on atteint encore un niveau plus grand, ou plus récemment encore dans les années 1980. À chaque fois, donc, alors que dans les périodes de prospérité, on ne parle pratiquement pas, ce n'est pas un sujet, l'immigration. Je dirais que vous savez que, en fait, si on prend la période récente, l'immigration, c'est en 68, c'est l'extrême gauche qui va s'en emparer avec la question des bidonvilles, avec la question du travail à la chaîne, etc. Parce que, évidemment, quand le grand patronat, les capitalistes ont besoin de ces travailleurs-là, on n'en fait pas un sujet de polémique. Au contraire, c'est plutôt le silence et le masque. Le refoulement du sujet. Et dès que la crise commence, eh bien, on voit réémerger le sujet en montrant du doigt ces immigrants qui sont considérés comme responsables donc, de la crise. Alors ça, c'est aussi un phénomène répétitif qui s'est produit donc, dans l'histoire depuis la fin du 19e siècle jusque dans les années 80. Alors ce qui a changé par rapport à aujourd'hui, c'est qu'auparavant, eh bien, on avait à chaque fois, je dirais, on a eu 2 guerres mondiales. Alors les guerres mondiales, évidemment, ça détruit tout et du coup, il faut reconstruire. Donc les vagues précédentes d'immigrants, elles ont été appelées parce qu'il fallait reconstruire le pays. Donc on avait à chaque fois une succession de phases, prospérité, crise, prospérité, etc. Et ça, c'était un facteur qui permettait aux anciens immigrants aussi de monter dans la hiérarchie sociale. Et d'autre part, mais aujourd'hui, on n'a plus ce phénomène-là. Ce phénomène s'est stoppé. Donc aujourd'hui, on vit dans une structure qui est quasiment, restée la même depuis les années 80, même si on sait, les économistes et démographes l'ont montré, que la France, comme les autres pays développés, a encore et aura encore besoin de recourir massivement à l'immigration, même si ce ne sont plus les mêmes professions. Aujourd'hui, on sait que statistiquement, il y a plus de femmes que d'hommes, alors qu'autrefois, c'était plutôt des immigrations masculines. Voilà comment les choses ont pu évoluer et la différence qu'on peut voir aujourd'hui par rapport au passé. On a souvent comparé le phénomène migratoire français, tenté de comparer le phénomène migratoire français à celui des États-Unis.
Pensez-vous que la question identitaire, telle qu'elle est posée actuellement, ou celle du communautarisme, est liée à une certaine forme de filiation que les immigrés français, ou certains, ont adoptée par rapport aux États-Unis? Alors là, il faudrait du temps pour décortiquer tout ça, hein. Moi, la première recherche comparative que j'ai faite, c'était avec des collègues d'une prestigieuse institution américaine. C'était justement, on se disait qu'en gros, la France avec les États-Unis, c'était les deux pays disons, occidentaux, qui avaient eu le plus recours à l'immigration. Dans un cas, États-Unis, c'était valorisé. C'est le thème de l'Unfinished Country, hein, voilà, fait grâce à des immigrants. Et dans le cas français, c'était complètement refoulé. C'est ça que nous avait intéressé au niveau de la comparaison. Et on avait montré des points communs, mais aussi évidemment des différences dans la structuration du pays, dans une logique qui est celle du multiculturalisme américain, donc où les communautés ont une existence légale, institutionnelle, où les statistiques elles-mêmes sont construites différemment, puisque la race, vous savez, est une catégorie de la statistique américaine, et le cas français, donc, où les principes fondateurs de la République, la laïcité, font qu'on considère que ce n'est pas tellement que les individus n'ont pas le droit de cultiver leur culture d'origine, etc., mais c'est surtout qu'elles ne doivent pas être politisées. C'est l'idée fondamentale, c'est que le citoyen arrive, dépourvu de toutes ses appartenances privées sur la scène publique pour participer à la vie politique. C'est aussi pour ça que la religion, par exemple, n'est pas présente dans les statistiques. Et ça, pour moi, ça a des conséquences extrêmement importante. C'est pour ça qu'effectivement, je ne pense pas qu'on puisse calquer le modèle américain sur ce qui se passe aujourd'hui en France, parce que voilà, on a des sociétés qui sont extrêmement différentes dans la représentation qu'elles se font, dans la construction même des collectifs, des groupes, des individus, de leur histoire, voilà. Donc, alors, est-ce qu'il y a, pour répondre à votre question, une influence des modèles américains sur la France? Oui, je crois que c'est vrai dans les références, dans le vocabulaire. Moi-même, d'ailleurs, me suis beaucoup appuyé sur des travaux faits par des sociologues ou des historiens américains pour comprendre des réalités françaises. Moi, un des grands sociologues américains, c'est Erving Goffman, par exemple, dont le livre sur les stigmates est extrêmement intéressant pour comprendre justement cette dimension du rejet de l'autre, de l'infériorisation de l'autre, autrement qu'avec des catégories toutes faites, telles qu'elles sont diffusées aujourd'hui dans les médias, comme racistes, etc., etc. Je pense qu'aujourd'hui, même si moi j'ai beaucoup travaillé sur l'histoire du racisme, mais ce terme est tellement galvaudé que pour un chercheur en sciences sociales, hein, au niveau du travail empirique, il faut le démonter pour voir de près ce que ça signifie. En 2012, paraît un ouvrage sur la question de l'artiste Chocolat, un artiste circassien qui a déroulé sa carrière au moment de la Belle Époque. Vous avez choisi un angle particulier, un angle assez singulier, à la croisée du politique et de l'artistique, pour mettre en lumière une figure de l'autre assez particulière. Pourquoi avez-vous choisi, dans le titre de cet ouvrage, de rajouter le terme nègre, et n'aviez-vous pas craint à cette époque-là, vous et j'imagine l'éditeur, ou l'éditrice d'ailleurs, la polémique? Qui n'a pas eu lieu, hein. Comme quoi on voit que tout ça c'est très très récent, hein, parce que le livre est sorti en 2012. Ce que je dois dire, c'est que j'ai écrit 2 livres, hein, sur le clown chocolat. Le premier s'appelle effectivement Chocolat, clown nègre. C'est un livre qui est construit sur les représentations du clown chocolat dans la littérature, dans la peinture, etc. Je vous rappelle que Toulouse-Lautrec, le grand peintre, qui connaissait le clown chocolat, ils allaient faire la fête ensemble le soir, il l'a représenté dans des dessins où Chocolat a une tête de singe. D'ailleurs, Chocolat, vous vous doutez bien que ce n'était pas son nom. C'était un esclave cubain qui s'appelle Raphaël, qui est mort à Bordeaux d'ailleurs, hein, en 1917, et qui a été vendu par un colon espagnol de Cuba, qui l'a ramené au Pays Basque, et de là, finalement, Raphaël s'est sauvé du village où il était, il s'est engagé comme domestique dans une famille de clowns. Les clowns étaient très célèbres à l'époque. Il est arrivé à Paris, et là, il a séduit un public parisien. Il est devenu le premier artiste noir réellement célèbre en France. Donc, en fait, moi j'ai découvert cet artiste parce que
comme je le disais au tout début de mon intervention, j'ai toujours le souci de diffuser les connaissances que je peux produire ou que mes collègues produisent à un public plus vaste que mes étudiants ou les collègues. Et donc, j'avais été un des cofondateurs de la Cité nationale d'histoire de l'immigration, sous l'égide de Jacques Toubon. Et lorsque le président Nicolas Sarkozy a mis en place le ministère de l'identité nationale, de l'immigration et de l'identité nationale, tout le conseil scientifique, pas rien que moi, hein, mais tout le conseil scientifique a démissionné à ce moment-là. Et donc, à ce moment-là, on avait, au sein de ce comité de préfiguration de la Cité, réfléchi sur les manières d'associer les historiennes, les historiens et les artistes, les gens du secteur culturel. Et ça avait donné des idées intéressantes et on s'est dit, on a quitté la Cité, mais on va continuer ce projet. Donc on a créé une association qui s'appelle DAJA, qui dure encore. On est venu d'ailleurs à plusieurs reprises déjà à Bordeaux. Et le premier projet qu'on a monté, c'était sur l'histoire du clown chocolat. Mes collègues artistes m'ont dit, est-ce que tu connaîtrais pas un personnage historique qui permettrait justement d'être le fil conducteur pour présenter la question du racisme à des publics, des élèves ou des publics des centres sociaux, culturels, etc. Et en cherchant un peu, j'ai vu une référence à ce clown chocolat. Je n'avais jamais entendu parler, il n'y avait aucun livre, rien dessus. Et en creusant, il y a une histoire extraordinaire qui est apparue, qui m'a mobilisé pendant 6 ans. J'ai travaillé 6 ans. J'ai été à La Havane, j'ai retrouvé les descendants. Enfin, bon, toute une enquête que je raconte dans mon livre Chocolat, la véritable histoire d'un homme sans nom. Hein, c'est la biographie. Où donc là, je fais l'effort d'essayer de me mettre à sa place. Par le fait, voilà, c'est l'idée aussi une dimension du métier d'historien, hein, être capable de se mettre à la place des autres pour les comprendre. Donc, comment lui... Moi, ce qui me fascinait dans son histoire, moi, j'ai horreur des gens du discours victimaire, si vous voulez, des gens qui passent leur temps à se plaindre, qui sont victimes de ceci, cela. Et on avait là un exemple extraordinaire de quelqu'un, on peut guère imaginer un gars qui a été plus discriminé que lui. Hein, quand on vous appelle par votre couleur de peau, quand voilà, il a été rejeté de tout, beaucoup de gens se moquaient de lui, etc. Et il a fait quelque chose de sa vie. C'est ça qui me semblait extraordinaire. C'est-à-dire, il a transformé le rire raciste qui existait. Il y avait d'autres, une diversité de réceptions, mais le rire raciste existait aussi, pour en faire un atout. Et il a inventé un personnage. Je pense que vous connaissez tous l'Auguste au cirque. L'Auguste, ce qu'a le nez rouge, bien, le premier Auguste, c'est Chocolat. Et le rire médecin, on connaît tous cette association. Le premier clown qui a été dans les hôpitaux pour égayer un peu les petits malades, c'est lui. Il a d'ailleurs eu une médaille du mérite républicain grâce à cela. Donc cette histoire, voilà, m'a fasciné et j'ai trouvé que c'était un modèle qu'on pouvait présenter encore aujourd'hui pour beaucoup de jeunes qui, voilà, peuvent souffrir aussi de discrimination. Donc ça a été une dimension où j'ai eu le sentiment de réussir un peu à articuler mes recherches approfondies et la dimension civique que je leur donne. Vous évoquez dans votre ouvrage sur le clown chocolat des gestuels dansés dans ces représentations. Vous avez souligné que sûrement il y avait une mémoire du corps et que ces gestes étaient hérités de son enfance à La Havane. Pensez-vous que lorsque les autres membres du cercle circassien s'inspiraient de Chocolat, il y avait déjà de manière embryonnaire un principe d'appropriation culturelle? Est-ce qu'on peut déjà en parler dans ces termes-là et comment ça peut encore résonner aujourd'hui? Oui, alors moi je crois que l'appropriation culturelle ou autre, c'est un processus qui est consubstantiel à l'humanité. Je veux dire, si la question porte sur savoir s'il faudrait faire la part des choses entre qui s'approprie quoi, etc., je crois qu'on n'arriverait jamais à une solution. Et on peut considérer comme très positif le fait que la communauté circassienne se soit appropriée. Ce qui n'est pas positif, c'est quand on ne le dit pas, quand il y a des références qui ne sont pas avouées, reconnues ou inconscientes. Mais je pense que le clown chocolat aussi a joué un rôle. Le pauvre, il a été victime un petit peu de la notoriété de Joséphine Baker, hein. Parce que Joséphine Baker, donc, elle arrive après la Première Guerre mondiale, pendant les années folles, et évidemment, elle avait une, comment dirais-je, une formation à la danse, elle était plus professionnelle. Le clown chocolat, lui,
sa manière, ce qui fascinait les Parisiens, c'est parce qu'ils découvraient pour la première fois la culture gestuelle des esclaves afro-américains. Mais ce n'était pas formulé comme ça. Il ressentait, il voyait, il est extraordinaire. Alors, il y avait quelques mots, je ne me souviens plus, mais des termes qui désignaient cette façon de danser qu'il y avait chez lui. Donc voilà, il y a eu cet impact-là, mais il n'a pas été qualifié comme un genre particulier. Vous voyez, c'est quelque chose qui est resté dans une forme d'appropriation uniquement gestuelle qui n'est pas passée par le langage. Et puis après, il y a eu des entreprises que j'ai critiquées dans mon livre visant à dévaloriser le clown chocolat. Il a été, d'ailleurs même Joséphine Baker, ça ne parle pas de lui, il a été oublié. Vous savez que la Première Guerre mondiale, ça a été horrible du point de vue de l'oubli, même de ce qui avait pu, pas rien que pour chocolat, mais pour des tas de choses qui s'étaient faites avant la guerre de 14. Donc lui, il est passé à la trappe, et puis il y a eu des entreprises, notamment une entreprise que je trouve scandaleuse, et je regrette que ce livre soit toujours bien placé dans les bibliothèques, c'est le livre sur les clowns de Tristan Rémy. Alors, ce livre, c'est une somme, hein, c'est la somme qui existe aujourd'hui sur l'histoire des clowns. Vous avez un chapitre sur Foutit et Chocolat, où Tristan Rémy considère que c'est Foutit qui a tout inventé. C'est le clown blanc. C'est un clown anglais qui faisait un duo avec Chocolat. Tout le crédit des innovations est mis sur son compte et Chocolat est présenté comme le faire-valoir, comme vous voyez, l'abruti de service, etc. Donc ça, il y a eu cette première mémoire-là qui s'est constituée, qui a marginalisé le clown Chocolat. Donc mon travail, c'était aussi de réhabiliter pour faire comprendre l'apport qu'il avait fourni à notre culture commune. Alors, une dernière question qui n'est pas finalement la plus courte, pour conclure avant de vous laisser la parole. Considérez-vous que l'histoire de l'immigration et des classes populaires dans un spectre plus large peut servir à réécrire notre histoire en sortant ces populations d'une certaine forme d'invisibilité telle que le clown chocolat a été plongé dans ce monde invisible? Alors, quand vous dites notre histoire, vous voulez dire quoi? Notre histoire nationale, parce que notre histoire, ça peut être décliné de mille et une manières. Hein. Voilà. Donc ça, c'est l'usage du « nous ». Vous voyez, l'usage du « nous » et les risques identitaires qu'il y a derrière. Donc moi, je me définis comme un chercheur qui est plutôt dans une logique de décomposition, je ne vais pas dire destruction, mais des identités. Moi, mon travail vise à déconstruire les collectifs pour retrouver les individus. C'est ça, je dirais, s'il fallait qu'on me demande en une phrase, je dirais que c'est surtout ça qui m'intéresse, pour retrouver donc la singularité derrière le collectif. Donc là, dans ce que vous dites, effectivement, implicitement, c'est plutôt l'histoire de France, que l'histoire de France. Il faut bien voir aussi qu'il y a deux niveaux. Il y a le niveau de la recherche savante, les étudiants qui font des thèses. Jamais un étudiant, on ne prendrait, nous, un étudiant qui ferait une thèse sur l'histoire de France, dit comme ça. Vous voyez, il y a des objets de recherche qui sont légitimes dans la recherche. Et puis, vous avez, je dirais, la popularisation de l'histoire, celle qui se diffuse à la Stéphane Bern, si vous voulez, sans vouloir caricaturer. Donc là, c'est notre histoire de France avec les princesses, etc., etc. Donc, moi, je suis devenu plus tolérant avec l'âge peut-être, mais je trouve que c'est légitime. Tous les domaines sont légitimes, mais il ne faut pas les confondre. C'est surtout ça qui est dangereux. Et la frustration qu'on ressent quand on est historien, c'est justement que ce mot historien, il peut être déployé à tous les niveaux, vous voyez. Donc, la diversité des approches, oui. La confusion, non. Mais moi, j'ai essayé, vous voyez, d'occuper des espaces dans les différents niveaux. C'est pour ça que j'ai accepté de faire, certains connaissent peut-être, les petites chroniques que je fais tous les jours aujourd'hui, depuis 2 ans sur France Culture, qui s'appelle le pourquoi du comment en histoire, où je prends des petites thématiques et en 3 minutes 30, je les présente. Évidemment, ça, c'est de la synthèse, c'est pas de la recherche savante. Mais donc, pour répondre à votre question, je pense que là, on serait dans le domaine des histoires de France, donc de la synthèse, et que la question serait quelle place on pourrait faire à la question de l'immigration, premièrement, dans cette histoire-là. Il se trouve que c'est une question à laquelle j'ai été confronté, puisque j'ai participé, ça fait déjà longtemps, à plusieurs commissions visant à modifier l'enseignement de l'histoire dans les lycées.
Hein. Donc c'est là le cœur des choses, puisque c'est comme ça qu'on forme aussi les futurs citoyens. Et donc j'ai beaucoup bataillé, et c'est très compliqué. Là, je me suis rendu compte, la machine éducation nationale, c'est une machine très compliquée, mais qu'on avait obtenu des petites choses. Des collègues m'ont dit récemment que ça avait été plus ou moins remis en cause. Bon, bref. Notamment pour, par exemple, le massacre des Italiens à Aigues-Mortes en 1893, que ce soit présent, ou bien le massacre des travailleurs algériens, c'est le 17 octobre 61, voilà, des événements comme ça, qu'il faut aussi qu'ils soient présents dans notre histoire pour comprendre d'où on vient et les progrès peut-être qui ont été faits, etc. Donc il y a, cette dimension-là doit être présente. Autrement... je dirais qu'on peut aussi adopter des perspectives qui ne soient pas centrées sur l'État-nation. Il y a aujourd'hui des collègues, parmi les jeunes collègues, beaucoup qui plaident pour une histoire mondialisée. Donc là, ce sera une autre perspective. Mais ce dont je suis certain, c'est que selon la dimension de votre objet, vous n'observez pas les mêmes choses, évidemment. Hein. Si vous prenez comme échelle le monde entier, vous ne pourrez pas observer la même chose que si vous prenez l'échelle nationale ou même l'échelle locale. Donc la tendance aujourd'hui, oui, c'est à essayer d'intégrer davantage de diversité dans la vieille histoire de France. Les seuls immigrés qui ont fait l'objet de la figure de première, deuxième, troisième génération sont des immigrés en fait d'origine maghrébine. Voilà. Par exemple, on n'a pas dit italien de première génération, polonais de deuxième génération, etc., etc. Voilà. Je voudrais juste, est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi il y a un rapport différencié de la France à ces immigrés, en gros. Voilà. Merci beaucoup. Effectivement, il est vrai que le vocabulaire pour désigner les immigrants, je préfère dire immigrants qu'immigrés, parce qu'immigrants, il y a une connotation quand même plus positive. Parmi les changements qui se sont produits toujours dans la période récente, à partir des années 70-80, c'est par rapport à ce concept de deuxième génération. Auparavant, ça n'existait pas. C'est-à-dire, même l'antisémitisme, le racisme, la xénophobie, etc., se focalisaient toujours... Enfin, bon, pour l'antisémitisme, c'était un peu différent, mais en tout cas, pour les immigrés venus d'un autre pays, se focalisaient sur la première génération. Et on disait que les enfants, alors d'Italiens, de Polonais, eh bien, c'était le miracle de l'école républicaine. Bon, il y avait ce discours. Et ce discours-là a changé, effectivement. Et la raison pour laquelle il a changé, elle est complexe. C'est aussi parce qu'il y a eu la conjonction de deux types de préoccupations, la préoccupation de l'immigration et la préoccupation de la jeunesse. Ce n'est pas uniquement lié à la question coloniale, c'est lié aux transformations des problèmes qui ont été mis tout en haut de l'actualité, vous voyez. Donc on voit bien comment les deux sont connectés avec une troisième question qui est celle des banlieues. Celle des banlieues, qui avant, ça n'existait pas. Il y avait pourtant déjà des bidonvilles, enfin, les immigrants ont toujours été très mal logés, mais cette question-là, précisément, des jeunes, et on voit, j'ai étudié dans mes livres, hein, j'ai montré très précisément, vraiment le point de départ de tout ça, politiquement, c'est à la suite de l'arrivée de la gauche au pouvoir, Mitterrand, 81, avec toute l'affaire des Minguettes, etc. Enfin, pour les anciens, vous vous souvenez peut-être. Donc on a vu une offensive là visant à cibler le nouveau problème de la société autour de ces jeunes donc issus de l'immigration, qui sont devenus une catégorie à part. Et après, ça a été connecté à la question de l'islam. Donc on a eu là effectivement le lien avec ce qui est aujourd'hui extrêmement présent, la question religieuse. Mais même si évidemment les autres immigrations étaient peut-être moins mises au devant de l'actualité, la notion de deuxième génération, elle était aussi employée à propos des Portugais, par exemple. Mais comme les Portugais n'ont jamais été au centre des polémiques médiatiques, etc., on en parlait moins. Mais je pense que les catégories ont évolué aussi en lien avec les transformations de la société française. Et c'est ce qui fait qu'on a eu cette spécificité qui permet évidemment d'éterniser aussi les problèmes. Puisque si vous commencez à calculer en termes de génération, le mot immigration, comme je vous le disais, immigré, c'est aussi une conséquence de cela. Puisqu'on a dit, c'est pas la nationalité qui compte vraiment, c'est l'origine. On a un basculement de... La nationalité, c'est un État. On est
de telle, où on a telle ou telle nationalité. L'origine, vous voyez, c'est autrement, c'est une identité. On vous qualifie à partir d'une origine, sans même vous demander si vous le souhaitez ou vous ne le souhaitez pas. Donc c'est ce basculement qui, à mon sens, a été une grosse entorse à la tradition républicaine, plus qu'une entorse même, qui s'est produite à ce moment-là et qui a focalisé le discours sur la deuxième génération. Est-ce qu'on pourrait avoir une définition de qu'est-ce que c'est la France aujourd'hui et qu'est-ce que c'est d'être français? Alors, cette question de définir la France, je me l'ai supposée dans un de mes livres récents qui s'appelle « Une histoire populaire de la France », où j'ai essayé justement de faire, comme vous disiez, d'intégrer tous ces apports-là de la recherche récente dans une perspective globale. Et le problème qui s'est posé, c'est de savoir de la définir dans le temps et de la définir dans l'espace. Donc il n'y a pas de point de départ absolu. Ce que je ne voulais pas, c'était faire évidemment nos ancêtres les Gaulois. Donc pour moi, il me semble que le critère peut-être le plus pertinent, c'est la notion de l'État. L'État, c'est-à-dire c'est quand l'État royal se met en place, c'est surtout à partir de la guerre de 100 ans qu'on peut parler effectivement de France au sens moderne du terme. Et puis, donc, ça vaut aussi pour la définition géographique, c'est-à-dire c'est par rapport au concept de souveraineté, quoi. Je pense que ce qu'on appelle un pays, la France, l'Allemagne, etc., eh bien, on réfère à un État, une nation, et par rapport au principe fondamental de la souveraineté. Donc c'est comme ça que moi j'ai abordé les choses, et c'est pour ça que pour moi la notion de français c'est une notion juridique. Je me suis beaucoup battu là-dessus, parce que vous avez toute une série de gens qui ont dit « Ah non, un français c'est le sentiment d'appartenance » par exemple. Pour moi, ça me paraît complètement métaphysique, ça, de définir les gens par leur sentiment d'appartenance. Qu'est-ce qu'on va aller vérifier? Quel est votre sentiment d'appartenance, etc. Alors évidemment, c'est une question qu'on ne va jamais poser, j'allais dire, aux Français de souche, hein, leur sentiment d'appartenance. Pourtant, il y a des tas de gens qui ne se sentent pas spécialement, vous voyez, ayant un sentiment d'appartenance à la France, etc. Donc je pense que la solution, la réponse la plus neutre, la plus objective, c'est la définition par le droit, par la nationalité. Donc c'est dans ce sens-là, en tout cas, que moi je l'emploie. Est-ce qu'il y a pour vous des lieux de mémoire pour chaque vague d'immigration? Et si oui, est-ce que vous en avez en tête? Alors, vous savez, quand Pierre Nora a publié ses lieux de mémoire, dans le Creuset français, dans mon premier chapitre, je l'avais intitulé « Non-lieu de mémoire ». Et il se trouve que Pierre Nora, qui est un homme très ouvert, m'a téléphoné, et je ne le connaissais pas à l'époque. Et il a reconnu qu'il y avait un déficit, donc il m'a demandé pour le volume 7 ou 8 des lieux de mémoire de faire une petite contribution sur l'histoire de l'immigration. Alors évidemment, c'était... Le problème auquel je me suis confronté, si vous voulez, c'est y compris dans les commissions que je vous parlais là, auxquelles j'ai participé pour le ministère de l'Éducation nationale, c'est que de savoir est-ce qu'on va aller vers un enseignement de l'histoire, je dirais justement inspiré des États-Unis, ou on va faire une contribution pour chaque communauté. Ou alors, moi j'étais hostile à cette solution-là. D'une part parce que, alors là, c'est plus des manuels qu'il faudrait, mais c'est des encyclopédies. Et puis en plus, la notion de communauté, souvent, vous voyez, elle amalgame des réalités qui peuvent être très différentes. Si vous voulez, même prenez, je sais pas, l'histoire de l'Algérie, entre, vous voyez, la spécificité kabyle, etc. Enfin, vous avez ou les berbères, bon, vous avez beaucoup de choses qui risquent de passer à la trappe. C'est pas parce que vous parlez en termes de communauté que vous avez résolu les problèmes. Donc, ma proposition, ça a été de dire qu'il vaut mieux faire un lieu de mémoire qui va, célébrer le processus migratoire, vous voyez, c'est-à-dire ce que ça a représenté dans l'histoire des personnes, de leurs enfants, de leurs petits-enfants parfois, cette spécificité de quitter son pays, d'être déraciné, d'être confronté au rejet des autres, etc. Et c'était plutôt, le Creuset français, c'était sa perspective d'essayer de trouver, vous voyez, des points communs entre l'ensemble de tous ceux qui avaient vécu ça, pour créer de la solidarité. Donc, voilà, dans cette perspective, je ne pense pas que
l'objet, lieu de mémoire tel que Nora l'avait envisagé pourrait correspondre. Mais vous savez qu'il y a d'autres entreprises aujourd'hui qui se font, qui donnent un aperçu, surtout avec Internet, etc., de cette diversité des mémoires aujourd'hui dans notre pays. Donc il y a d'autres moyens pour le faire. Je voulais justement aborder la question d'Internet et des réseaux sociaux et savoir si vous, des collègues, étiez attaqués sur la façon dont vous traitez l'histoire et comment vous vous en protégiez. S'il y avait une solidarité entre vous, une aide spécifique, ça c'était une première question. Et la deuxième question, c'est avec le problème qui commence à être ressenti un petit peu partout de natalité, est-ce que les cartes vont être un petit peu rebattues ? Alors pour la première question, effectivement, aujourd'hui, on est dans une situation quand même difficile avec les réseaux sociaux. Moi, j'ai subi effectivement ce que j'appelle des insultes, mais des deux côtés. Hein. Quand vous êtes un chercheur qui se tient à distance des intérêts des uns et des autres, vous subissez forcément des deux côtés. Donc j'ai pu être traité d'islamo-gauchiste par les uns à un certain moment, et puis de faire finalement le jeu des racistes par d'autres. Donc voilà, bon, on fait avec, et puis l'essentiel, c'est aussi de tenir compte de ce qu'on vous dit, de voir, parce que parfois il peut y avoir des arguments sérieux, évidemment, mais de maintenir le cap en cédant aux pressions, parce que ce sont des pressions par Internet, il suffit de ne pas appuyer sur le bouton de son ordinateur, et on est tranquille. Hein, bon. Donc, mais il y a, oui, cette tendance qui existe et qui peut se retrouver. Et il faut dire aussi, ça c'est plus grave et plus sérieux pour moi, qu'au sein même de la communauté universitaire, il y a aujourd'hui des divisions qui peuvent prendre des formes, oui, extrêmement pénibles, quoi, et pénibles à supporter. Et je trouve que, je ne sais pas si c'est un effet de l'âge de dire ça, mais je trouve que la situation est plus difficile que celle que j'ai connue, moi, quand je suis entré dans la carrière. C'est plus difficile d'avoir, disons, un esprit critique, tout en maintenant une sorte de respect pour les gens avec lesquels vous n'êtes pas d'accord, etc. Parce qu'il y a une hyper-politisation aussi des moindres choses, donc, qui fait que se battre pour maintenir l'autonomie de la réflexion savante, eh bien, c'est quelque chose qui parfois est pas du tout accepté. Donc, soit on vous renvoie en vous prétendant que vous êtes l'élite qui se croit supérieure aux autres, etc. Ou alors on vous accuse de faire le jeu de tel ou tel, etc. Mais voilà, mais je pense que c'est un nouveau front, en tout cas peut-être pas nouveau, mais qui s'est accéléré avec Internet et qu'il faut résister, oui, pour maintenir la dignité des métiers intellectuels. Oui. Et pour l'autre aspect, alors. Est-ce que la crise démographique, en gros, va rebattre les cartes ? Eh bien, elle ne va pas les rebattre, c'est-à-dire qu'effectivement, on va avoir le recours à l'immigration va se poursuivre avec des formes un peu différentes. Je l'ai dit tout à l'heure, il y a le recours à une immigration féminine plus grande qu'ailleurs, donc qu'avant, pardon, donc dans des métiers qui sont en tension, voilà, et on va ressurgir. Ce qui est vraiment fascinant, c'est que tous les ans, maintenant, on a une loi sur l'immigration. Bon. Donc, où on a toujours les mêmes problèmes, parce que ça relève de ce que j'appelle, moi, la fait-diversion de la politique. C'est-à-dire, la politique est traitée comme des faits divers. Vous prenez un crime et vous généralisez, et pour en faire un problème politique. Alors, comme évidemment, on ne connaît aucune société qui réussit à éradiquer complètement le crime, il suffit qu'il y ait un crime, il suffit qu'il y ait un clandestin qui échappe, etc., etc., pour que ça fasse la une des chaînes d'infos en continu et que ça alimente les fantasmes. Et après, les politiciens sont obligés de se déterminer par rapport à cela. Donc, je pense que cette logique-là va se développer, effectivement, non pas à cause des flux migratoires, mais beaucoup à cause des logiques, de la façon dont se gèrent aujourd'hui politiquement toutes ces questions-là. Mais toutes les études sérieuses montrent que voilà, toutes les théories sur le grand remplacement, etc., sont pas nouvelles non plus, sont absurdes et ne correspondent pas du tout aux réalités. Je voulais peut-être m'inscrire dans un passé un peu plus lointain. Nous sommes ici sur des terres qui se sont considérées comme non françaises, jusqu'à la bataille de Castillon, qui est assez proche d'ici. Et finalement,
À l'époque, on le retrouve dans les textes. Micro plus près. On le retrouve dans les textes. L'étranger, c'était le français. Hein, et c'était très clair. Hein. Donc, est-ce qu'on ne peut pas faire preuve d'optimisme, de se dire on a fini par les accepter, les Français, finalement, et les intégrer, quelque part. Donc, mais le pouvoir royal, il y a été pour quelque chose, c'est vrai. Hein, d'où l'aspect juridique que vous avez évoqué. Voilà, c'est une oui, vous savez que votre interprétation, elle est parfois contestée par ceux qui insistent sur toutes les souffrances qu'ont subies justement toutes ces régions qui ont été soumises au pouvoir royal, l'Occitanie, etc. Donc c'est aussi une histoire de souffrance. Une histoire de souffrance, de la construction de l'État national s'est faite avec des guerres, avec des gens qui ont sacrifié leur vie, etc., des formes d'humiliation. Regardez l'histoire des petits Bretons qu'on raconte quand ils allaient au service militaire ou à l'école, le rôle des instituteurs, enfin voilà. Ce sont des réalités qui font partie de notre histoire et qui ont amené à cette spécificité finalement de la France telle qu'elle est aujourd'hui. C'est quand même un pays où la diversité est moins culturelle, enfin linguistique, etc., est moins forte que dans beaucoup d'autres pays. On vit quand même encore dans un pays avec une centralisation politique très forte, ce qui fait que beaucoup de gens... qui ont des effets contradictoires. Je pense que l'impact, même si on prend un exemple très récent, le mouvement social contre les retraites, on voit très bien comment en France, la politisation, l'extrême politisation des choses fait qu'on cible une personne, c'est le président Macron. Alors que dans d'autres pays où il y a eu les mêmes réformes, eh bien, vous avez une diversité, ou bien si vous prenez l'exemple de l'Allemagne, bon, il y a une régionalisation aussi du pouvoir, et aussi beaucoup de choses se règlent dans les entreprises, etc. Donc la France a hérité aussi de cette centralisation politique qui explique un certain nombre de spécificités de notre situation actuelle, avec peut-être l'avantage qu'on n'ait pas de guerre ethnique comme il y a pu y avoir en Yougoslavie ou autre. Enfin voilà, c'est contradictoire. Mais je pense que l'histoire est une discipline qui nous permet d'éclairer un peu toutes ces questions-là. On parlait d'immigration de l'autre qui vient vers la France, mais de notre jeunesse aussi qui s'évade, soit par goût du voyage, par les études et les échanges universitaires. Est-ce que vous avez quelques statistiques de notre jeunesse qui part et qui parfois ne revient pas, le Canada, parfois l'Asie, l'Amérique du Sud ou autre? J'ai pas de statistiques précises en tête, mais vous avez raison de rappeler, j'aurais dû le faire, que l'immigration, c'est un processus qui va toujours de pair avec l'émigration. Et donc, il ne faut pas oublier que dans les échanges mondiaux, aujourd'hui, la mondialisation, la circulation mondialisée, eh bien, une des probabilités de l'avenir, c'est qu'il y ait de plus en plus de Français qui soient amenés à aller non seulement en vacances, mais s'installer, vivre dans d'autres pays. Donc il faut aussi avoir ça en tête quand on raisonne sur les questions d'immigration, c'est que c'est une question donc, qui joue dans les deux sens. Donc l'enjeu, évidemment, c'est d'arriver peut-être à dépasser les frontières des États nationaux. Alors, la France est intégrée aujourd'hui au sein de l'Union européenne, on n'en a pas beaucoup parlé, qui a changé un peu aussi la donne par rapport aux situations antérieures. Mais aujourd'hui, évidemment, les questions fondamentales, elles se jouent au niveau mondial. C'est-à-dire qu'elles impliquent aussi toutes les grandes puissances, les puissances émergentes, etc. Donc ce sont encore des problèmes qui sont largement devant nous.